chers amis, bonsoir, bienvenue à l'autre émission de Mosaïque. Et Jean, tout le monde connaît Mosaïque, c'est le deux belles garçons chita à parler de tout et de rien. Et belles garçons qui avec jeudi, c'est vraiment une surprise pour tout le monde, enfin pour moi surtout, parce que c'est très difficile pour mettre la main sur Richard Widmayer. Mais Richard, bienvenue à Mosaïque. Merci Claude, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour m'avoir à ce faire. Alors, effectivement, on fait penser, Léo, depuis 2, 3, 4 jours, parce que plusieurs fois, j'ai les images, j'ai le visage de ton papa qui vient et qui me vient pendant que je dors, etc. J'ai dit, bon, Herbie, il n'est pas loin, il est là. Et puis c'est là que j'ai dit, bon, il mérite de faire une émission autour de lui. Et puis voilà, j'ai contacté tes frères et ils ont dit, c'est Richard qu'il faut parler avec. Et voilà, c'est pour ça que je profite parce que non seulement on veut parler de ton papa qui quittait un legacy en Haïti, mais en réalité, résultat, c'est que mon diaspora a bénéficié en pile de gros travail que vous-même avez fait avec télévision et bien sûr avec radio. Donc, encore une fois, et d'abord félicitations pour non seulement l'existence jusqu'à présent et la qualité de Télémétropole et Radio Métropole, but the consistency qui est tellement difficile en Haïti de rester toujours bon. Alors, comment que vous arrivez Kembe, radio et télévision dans le niveau ça, dans une situation que côté pays a plus difficile chaque jour? Eh bien, Claude, là encore, ça a retourné moi à penser à Herbie Widmayer, papa, qui était lui-même commencé avec toute métropole, radio d'abord, et moi, je viens prendre en direction pour moi monter télévision. Et comment nous sommes capables de camper pendant tout le temps ça, moi, je crois que la réponse est plutôt claire. Nous suivons même directive que papa m'a baillé depuis 1970. C'est-à-dire, on toujours dit ça, il n'y a pas écrit aucun côté, nous n'avons pas un manuel qui explique nos formules, nos philosophies métropole. Mais il faut reconnaître que Herbie était une façon que lui-même il était géré, il était une façon que lui-même il était créé. Et moi, je crois que c'est un petit peu tout ça que le quittait dans nous, que nous venons inspirer de lui-même et que nous continuons à mener bataille à la même genre. Bon, si nous avons un petit peu plus concret, on a dit que, bon, bien sûr, pour nous-mêmes, la métropole, d'abord, nous essayons d'être objectifs et impartials, le plus que possible, dans la façon que nous-mêmes nous traitons l'information. Nous pas rentrer dans la politique, mais nous faisons politique dans le sens positif de la chose, et ça veut dire que nous portons le plus que possible la vérité dans ce qu'a fait dans le pays. Ce n'est pas toujours très facile, mais nous balançons l'information pour permettre à ce que nous baillons tout le monde les 200 cloches et nous mettons en phase sur ça que nous pensons qui est plus important pour nous recevoir. Voilà. Et effectivement, objectivité, c'est un bail qui est rare dans les médias haïtiens et aussi difficile pour maintenir. Et ça, nous constatons qu'en Haïti, il n'est pas facile là où pas vraiment, là où commencer à prendre position. Et si c'est contre le gouvernement, n'importe quel gouvernement, que ce soit il y a 20 ans, il y a 30 ans, au Kounia, et il y a l'autre monde qui n'est pas content et qui a fait action. Genre, tout le monde, toute radio souffrit de ça, et Métropole aussi, pendant plusieurs époques. Mais on parlait de papa, de Herbie, parce que c'était mon ami. À mes tout débuts en Haïti, j'ai fait 33 ans en Haïti jusqu'à 2010, et nous rencontrons plusieurs fois et nous travaillons ensemble dans la télévision, dans la production. C'est là que je t'ai rencontré. J'ai rencontré ta maman, toute cette époque, la belle époque. On ne pas connaître cette belle époque, mais c'était la belle époque d'Haïti. Et pour moi-même, c'était un monde qui était très calme, très posé, très un artiste qui prenait son temps. Et je crois qu'à tous les produits qu'il a fait, il a pris son temps. Que ce soit la musique, que ce soit la télé. Ça a pris des années avant qu'elle
qu'elle devienne une télé qui fonctionne, et etc. Les choses, c'est pas quelqu'un qui était pressé, il prenait son temps pour assurer la qualité. Est-ce que je me trompe? Pas tout à fait, Claude, tu ne te trompes pas. Il prend son temps, mais il faut dire aussi que, tu sais, vivre en Haïti et faire marcher des affaires, que ce soit une radio, une télé en Haïti, demande quand même, tu sais, qu'on vive aussi avec son temps. On peut prévoir de faire certaines choses et l'actualité politique te retarde au moins pendant 1 an ou 2 avant de même pouvoir continuer son projet. Mon père a annoncé l'existence de Télémétropole depuis 1990 à l'occasion de l'anniversaire de la radio, un 8 mars. Cependant, on a dû attendre près de 10 ans plus tard pour ouvrir la télé parce que tout simplement, on n'a pas pu obtenir une licence pour monter la télé. Donc, tu sais, c'est ce genre de choses. Mais pour revenir à l'homme qu'a été mon père, c'est un monsieur assez complexe. D'abord, tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une éducation, je dirais, universitaire, qui l'aurait permis, tu sais, à faire les choses comme les autres. C'était d'abord un artiste. C'était un homme avec un cœur gros comme ça. Et c'était un père extraordinaire, je dois dire. Maintenant, pour revenir à la personne, tu sais, il a été un autodidacte. Il a appris la musique tout seul. Il a appris tout seul. Il s'est commandé des bouquins. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas aller Google les choses. Donc, pratiquement, il a tout appris tout seul, que ce soit la musique, l'électronique, parce que quand même, c'était un très bon technicien aussi. Il a construit très jeune, à l'âge de 15 ans, son premier émetteur. Et tu sais, de là, il a fait son petit bonhomme de chemin. Je crois qu'il a été très chanceux de rencontrer ma mère, qui était justement une personne qui a pu structurer et canaliser, disons, cette énergie qui débordait de lui et pour en faire quelque chose de concret. Donc voilà un peu brièvement comment lui il a été. Mais avant 70, il est né dans les 30, 1934, 35? 33. 33, il a l'âge de ma mère, en 33. Ce qui veut dire qu'il a ouvert la radio en 70, mais de 33 à 1970, et c'était 40 ans. De quoi il vivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait de vous, c'est sûr, mais quelles étaient ses activités? Eh bien, oui, tout le monde le sait, Claude. Tu vois, mon père a travaillé avec son père, Ricardo Widmayer, qui a été le précurseur, si tu veux, de la radio commerciale en Haïti, qui a ouvert sa première station en 1933, si je ne me trompe. Ça s'appelait HH2W, avant de devenir ce qu'on a connu comme Radio Haïti. Et mon grand-père, alors Ricardo Widmayer, a ouvert cette station qui était la première station commerciale du pays, tout de suite après la première radio qui existait, qui a été formée en 1933, juste un an avant. Ça s'appelait HH2S. Donc voilà, c'est toute une histoire de famille. Donc mon père, pour répondre à ta question, a travaillé avec son père. Il a travaillé au studio de production de la radio. Il a animé des émissions avec des disques qu'il recevait de la Voix d'Amérique. J'ai vu des photos de l'époque, la discothèque comptait, je ne sais pas, peut-être une 50aine de disques, et c'était déjà beaucoup, parce qu'il n'y en avait pas qui arrivaient, il n'y en a pas une production énorme non plus. Donc, tu sais, avec ça, il a créé des émissions, il a animé des émissions, et il a travaillé quand même avec son père jusqu'à très tard à Radio Haïti, jusqu'à ce qu'ils se sont défaits l'un de l'autre, et mon père, lui, a appris à s'évoler de ses propres ailes et il a monté sa propre station qui est Métropole le 10 mars 70. Mais avant ça, il avait enregistré aussi beaucoup d'artistes, non? Absolument, tu as parfaitement raison. C'était justement au petit studio de Radio Haïti à l'époque. En fait, je disais un petit studio, c'était pas un petit studio. Si on revoit les proportions de l'époque. Et donc, mon père a utilisé ces studios de Radio Haïti pour enregistrer des orchestres comme le Mont-Septan, que sais-je, je ne me rappelle pas, mais les orchestres de l'époque, des années 50. Il a fait des enregistrements avec Guy Durosier, avec aussi, je crois, il y a des footages très intéressants avec des orchestres cubains, et pas des moindres, qui rentraient en Haïti à cette époque et qui jouaient avec des orchestres haïtiens. Donc, une culture
un bouillon de culture musicale assez extraordinaire, un foisonnement formidable de musique à cette époque qui reste encore enregistré, je crois. Ok. Um, et effectivement, l'arrivée de Radio Métropole a changé, je pense, le niveau professionnel des radios. Est-ce que il y avait d'autres radios semblables ou ça a été vraiment, est-ce que c'était une radio qui travaillait différemment que les autres? Pour répondre à ta question, Claude, elle a vraiment, mon père a été un pionnier, je dois le dire. Bien qu'avoir travaillé avec son père à Radio Haïti, je crois qu'il avait voulu quand même faire autre chose. Étant un artiste, musicien, et il avait une façon tout à fait à lui si tu veux, de concevoir la musique et l'animation musicale et d'une station de radio. Donc, la première chose, il a banni la musique ranchera. C'est la musique mexicaine qu'on écoutait à longueur de journée sur les stations haïtiennes, enfin même pas des stations haïtiennes, mais sur la bande AM qui recevait des stations de Cuba et surtout et de la Jamaïque. Donc mon père a voulu éliminer ce genre de musique pour prioriser, si tu veux, une musique haïtienne plus de qualité. Et aussi pour prioriser, il faut le dire, la musique nord-américaine qui était surtout le jazz. Donc il a, je crois, été un des premiers à faire écouter le jazz aux Haïtiens d'abord sur Radio Haïti et ensuite sur sa propre émission qui a eu beaucoup de succès sur Radio Métropole qui s'appelait Music from 10 to 11, qu'il animait tous les soirs et que moi, à la suite, j'ai animé aussi pendant quelques années. Donc, il faut dire que mon père aussi, si on reste encore au côté innovateur de l'homme, il a été le premier à utiliser les téléphones à la radio en Haïti. Les Haïtiens pouvaient s'écouter parler pour la première fois en direct sur les ondes de station au téléphone. Il faut dire que Bob Lemoine, son ami qui a monté la station avec lui et Roland Dupoux, ont été aussi des hommes je pense, sans qui il n'aurait pas pu réaliser vraiment toutes ces choses-là. Le talent d'animateur de Bob que tu as connu, je sais qu'il a travaillé avec toi jusqu'au dernier moment, et Roland Dupoux comme technicien et qui a été franchement son bras droit jusqu'au dernier moment. Donc voilà, il a fait tout ça, donc l'animation musicale, les émissions en direct, un peu partout. Les stations d'Haïti ne faisaient pas ça avant. Et puis, je ne peux pas oublier la publicité. C'était plus des publicités comme Papa Pierre et les publicités de Languichat. Mon père avait innové énormément aussi en créant des jingles, c'est-à-dire la publicité chantée et tout ça. Et les textes étaient un peu plus, ils ont mieux travaillé et mieux dit. Donc, qui a donné une coloration très différente à la radio, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'habillage antenne de Métropole, était vraiment quelque chose de tout à fait différent des autres. Et en parlant de Bob Lemoine et Roland, je suis bien content que tu as parlé d'eux parce qu'effectivement, c'est un travail d'équipe. Une personne ne peut pas monter une télé, une radio tout seul. Et effectivement, ils étaient tous les deux. Enfin, Bob était très fier être là au tout début. Et finalement, pour un certain moment, on disait Bob Lemoine, on disait Radio Métropole. C'était l'image, c'était la voix de la radio. Et vous avez toujours eu des animateurs qui ont été vraiment les meilleurs. L'animateur qui arrive à Radio Métropole, être employé de Radio Métropole, c'est certainement l'équivalent du meilleur dans ce domaine en Haïti. Because only the best ended up à Radio Métropole. Et il est évident que beaucoup parmi eux ont fini par ouvrir leur propre radio parce qu'ils sont fait un nom. Quand ils sont arrivés à la radio, ils sont passés de l'inconnu à être des vedettes en très peu de temps, n'est-ce pas? Oui, Claude, c'est vrai ce que tu dis. Au fait, j'aime bien entendre, et j'aurais préféré que ce soit eux-mêmes, les personnes concernées qui en parlent. En tout cas, si je répète après, si j'entends, ce qu'ils disent, c'est que Métropole, pour eux, ça a toujours été une grande école. Et j'en suis très fier, je crois aujourd'hui encore. Les jeunes qui viennent travailler avec nous
continuent d'apprendre et de rentrer dans cette école qui leur permet d'avoir une ligne et de faire de la radio comme mon père a su le faire depuis les années 70. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'entre eux qui aujourd'hui ont leur propre station. Je pense à Marcus Garcia, qui a travaillé avec nous comme directeur des formations jusqu'en 1980. Marcus a sa radio aujourd'hui, Mélodie FM. Il y a Rothschild François Junior, qui était avec nous jusqu'à récemment, dans les années 90, et qui a sa radio aussi, RFM. Qui est Lionel Benjamin aussi, qui a fait animer de la musique haïtienne chez nous, a monté sa propre radio. Alex Saint-Surin, qui a travaillé avec nous, je crois qu'il est à Miami toujours, qui anime, et qui a sa radio à Port-au-Prince aussi. Qui d'autres que j'ai oublié, je ne sais pas, maintenant c'est ceux-là qui me viennent en tête. Ben, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas fini à la radio, mais qui ont poursuivi à la télé. Il y en a d'autres il y en a plusieurs qui ont travaillé. Bon, Bob Lemoine, il a fait bien sûr Claire Image. Mais il y en a d'autres, la liste est longue. On n'a pas le temps pour citer, parce qu'il y a tellement de gens qui sont passés par là. Et comme c'est l'école, comme chez moi, à la Mancuso Production, c'était l'école aussi, de tellement de gens dans le métier de la télé, et HTN, ITTV, c'est l'école. Et il faut toujours réaliser que les bons, ils vont finir par faire leur chemin. On ne peut pas les empêcher. Maintenant, du moment que la compétition reste saine, ce n'est pas un problème. Et des fois, c'est un problème avec la communauté haïtienne. Parce que des fois, il ne faut pas que tu existes pour qu'eux ils puissent exister. Et ça, ce n'est pas une compétition qui est saine. Mais ton père n'avait pas ce genre de caractère. Je ne me rappelle pas vraiment que c'était un homme qui s'énervait facilement. Je me rappelle d'un homme qui était plutôt calme. Alors peut-être, quand vous étiez petit, il a réglé ceux qui n'étaient pas sérieux. Mais je pense parmi les frères, qui était celui qui lui donnait le plus de problèmes? Qui était lui qui était le plus, je ne sais pas moi, je crois que j'ai été assez brouillon moi aussi. Ouais. Non, mais mon père, au contraire, Claude, ça a été un papa, tu sais, il était très libéral comme père. Tu vois, c'est pas le genre qui te tapait dessus, qui te faisait des reproches. Au contraire, c'était le père qui te parlait. Tu sais, lorsque quelque chose n'allait pas. Et en général, l'éducation, les valeurs, les normes et tout, il laissait ça à maman de faire ce travail, tu sais, de nous inculquer les façons de faire et tout. Mon père, c'est lorsque vraiment ça n'allait pas, alors il venait, il te parlait. Et à ce moment-là, tu sais, c'était du sérieux. Et bon, c'était sa façon de faire. Et ça avait toujours marché avec nous. Et je pense que Joël et moi, Tito qui nous a laissés, et Mouchi, on a tous reçu une éducation, je crois qu'égale. On a tous, tu sais, c'est comme dans toutes les familles. Chacun a sa personnalité et on fait tous des bêtises, quoi. Mais je pense qu'il était artiste. Et quand on voit un petit peu les caractères des 4 frères, c'est certain, je pense que tu as pris plus de ta maman. Parce que je pense qu'elle était plus structurée et ordonnée. Et je pense que tu es le plus ordonné des 4. Sinon, tu n'aurais pas pu gérer ces médias. Et les autres étaient peut-être beaucoup plus artistes, beaucoup plus musiciens. Peut-être c'est pas ça que tu veux entendre, peut-être que tu aurais voulu toi être le musicien plus que les autres, mais c'est ce que nous on ressent étant dehors en regardant. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout, Claude, tu as parfaitement raison. C'est vrai que je crois que ma mère dès le départ, a misé un peu sur moi, tu vois, et bon, ça a porté des fruits. Et bon, je crois qu'elle m'a poussé parce que bon, je me rappelle très bien. Pour la radio, ce qui m'a décidé, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est le 28 novembre 80, lorsque les sbires de Jean-Claude Duvalier ont décidé quand même d'attaquer les médias en Haïti. Ils ont fermé des radios, ils ont arrêté pas mal de gens, ils les ont mis en prison et en plus, ils les ont envoyés en exil. À ce moment-là, mon père, n'étant pas vraiment un homme politique, il n'a jamais aimé ça. Il a
pratiquement décidé de laisser tomber. Alors, c'est à ce moment que ma mère m'a dit, écoute, c'est à toi, tu es l'aîné, blablabla. Écoute, c'est à toi de reprendre. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai pris les choses vraiment au sérieux. Et à partir du 28 novembre 80 que j'ai vraiment commencé à m'y mettre. Et puis, je m'étais... Surtout que j'aimais ça déjà. Tu sais, je suis né dedans. Et j'écoute la musique depuis très longtemps. Mon père me demandait d'aller acheter des disques lorsqu'on partait à Miami. Il nous a fait écouter toutes sortes de musique, du jazz, de la musique française, bref, tout le truc, espagnol, tout. Donc là aussi, moi, je m'étais intéressé très tôt à aller fouiner dans la salle des nouvelles, à écouter ce que ces messieurs faisaient. Comme j'avais étudié les sciences politiques, donc en revenant, d'ailleurs, j'avais déjà ce penchant pour la politique et les news. Donc tout ça, c'est venu tout seul. Et je pense que c'était peut-être c'était ma destinée, quoi. Et je crois que c'est heureusement, parce que j'aime bien tes frères, mais je les vois beaucoup plus dans ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus artistes. Parce que ça demande une discipline. Pour gérer n'importe quelle société en Haïti, on voit tellement de... Nous voyons toutes grandes familles, des gens qui ont réussi, et puis ils ont quitté le business non même petit, et puis c'est la faillite, c'est le désordre, c'est malgré qu'ils ont amassé des millions et des millions de dollars de valeur dans leur société, il y en a qui finissent par faire du kidnapping pour arriver à garder le train de vie que leur père et leur grand-père avaient établi pour eux. Euh, et ça montre que on t'a remis la radio en 80 et c'était pas la radio, c'était une radio qui avait énormément de problèmes à cause de la situation politique. Donc, ce n'est pas comme si quand t'a donné, nous quitter nos mains, on qui était déjà bon, dans des bonnes conditions. Ça a pris un gros travail pour la tenir, pour tenir la barre, garder des techniciens valables, des animateurs valables, parce qu'ils demandent plus d'argent que les autres. Et c'est toujours du fait que vous avez toujours mis de l'importance sur les animateurs parce que c'est eux que les gens entendent. They are the bridge, le pont entre le public et la radio. Ce sont les animateurs, ceux qui parlent. Et s'ils ne sont pas bons, je te dis ça parce que ici à Miami, c'est carrément la débandade. N'importe qui a 200 $ achète une heure de radio et automatiquement, il est un journaliste. Pour lui, il est journaliste, animateur de radio et il fait n'importe quoi. Et on ne peut pas dire qu'il y a de la radio de qualité ici en Floride, malgré qu'il y a beaucoup de radios. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin de répondre, mais je pense que ce que je dis, c'est ça et ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Je crois que tu as raison, Claude, c'est vrai. Aujourd'hui, bon, tu sais parler de la radio, de la télé. Moi, je préfère parler de communication. Et à l'âge de la numérisation, du digital, de l'Internet et tout ça, ça a remis en question beaucoup de choses. Aujourd'hui, chaque citoyen du monde a sa radio, a sa télé, parce qu'il n'a qu'à monter sur Internet, créer son compte, et puis là, il peut pratiquement parler, envoyer des images au monde entier. Et ça, c'est très nouveau pour nous. Donc, placé dans ce contexte, on comprend que n'importe qui, aujourd'hui, qui a accès à des heures d'antenne, peut, sans préparation et sans avoir vraiment compris, parce que finalement, ce qui est dommageable dans tout ça, au fait, maintenant, pas les Français toujours là. Tu m'avais dit que ton émission était en créole, qui t'aime parler. C'est vous-même qui parle créole. Même pas le créole. Oui, ça me tape Dieu, ça me dommageable dans tout ça, c'est que je dis, on est pas une bonne préparation, et on pensait effectivement qu'on est capable de monter pour faire radio, pour dîner, pour de bagaille. Mais ce n'est pas vraiment un problème, non, parce que tout le monde a un bagage pour dire, et monsieur, tout le monde a un bagage valable pour dire que tu as aimé faire passer le message là. Mais le problème, c'est le danger qui gagne là-dedans, l'autre pas un monde qui est responsable. Parce que grand pile, il est responsable de eux. Et il y en a qui, tout simplement, pour faire like, pour faire view, ils rentrent dans le fake news, ils rentrent dans raconter n'importe qui bagage, que ce soit dans la radio, que ce soit sur Internet. Donc, c'est là que son danger, parce qu'on va avoir une personne de service, on va raconter des histoires qui font qu'il faut, ou parler bon mal, ou accuser de toute qualité de bagaille, sans pas de preuve. Et c'est là que je dis, malheureusement, bon, jusqu'à présent, pas de règle qui pour, bon, à la radio, oui, mais dans Internet, non, jusqu'à présent,
Mais moi, je pense que, dépendamment de gens en planète qui a avancé, que le monde connaît qui ça pour y entendre et le monde connaît qui ça bon et qui ça pas bon. Et il y a des gens capables pour sortir de mentir. Danger, c'est que ça qui peut être encore plus malheureux, c'est que c'est pas seulement au niveau pas nous en Haïti et dans les pays sous-développés que nous voyons phénomènes ça développer. Même dans les plus grands pays, que ce soit les États-Unis ou en Europe, on voit des gens qui ont utilisé les médias pour faire passer un agenda. Et très souvent, mando agenda ça, vous pas même qu'à comprendre de qui ça que vous voulez parler. Donc le danger, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus un point de vue contre l'autre, mais une confusion que ça crée. Et c'est cette confusion qui est dangereuse et qu'il faut vraiment, moi, que je dénonce. Et je pense que nous, tout en médias qui professionnels, font la bataille contre ça. Et il faut me dire que dans la diaspora, je ne sais pas pour tous côtés. Mais je connais que Miami, nous-mêmes, depuis Bob Lemoine, époque Bob Lemoine, le Daphné a fait nouvelles, vous t'es présenté, et les nouvelles de Télémétropole, et on apprécie ça en pile. Mais on n'est pas les seuls. On pensait qu'il y a plusieurs stations de télévision, non seulement à Miami, mais tout côté qui branchaient, qui prennent le journal-là, qui passait, nous-mêmes nous passons 3 fois par jour. Et on connaît que le public a apprécié en pile. So, l'homme a dit que nous, on a apprécié, c'est le public qui a regardé, qui a apprécié. Et c'est pas comme si que nous payons pour ça. En réalité, nous apprécié que vous mettez sur Internet avec l'idée qu'en pile le monde après, so, ça c'est bon pour vous. Le produit se fait connaître. Maintenant, nous avons aimé que ça vienne rentabiliser pour nous-mêmes dans un certain sens, parce que nous connaissons que ça demande de l'argent pour faire ce que vous faites. So, dans un certain sens, et si moi-même, par exemple, nous passons le journal, nous avons toute publicité qui est en dedans. Nous passons, parce que nous trouvons que ce n'est pas respect du fait que vous avez un média qui fait un effort pour produire, qu'on a si on a vendre publicité pour dire, non seulement elle a passé à Haïti, mais elle a passé dans tout côté de la diaspora, c'est bon pour vous si, commanditaire, vous mettez un petit plus, vous comprenez la valeur ça. Et alors, je ne vais pas parler pour l'autre monde, je vais parler pour Haïti TV et tout le monde Kousseau. So, mais moi-même, je m'ai invité, tout le monde connaît que Télémétropole, le point, des produits de Métropole sont diffusés dans notre télévision avec un grand remerciement et avec toute la promotion que vous avez aimé que nous mettez, inclus des commanditaires spéciales si vous avez aimé météo, parce que c'est la moindre des choses que nous-mêmes nous avons fait pour le gros travail qu'on a fait, parce que en réalité, je ne vois pas comment que mon public va pouvoir se passer de ce que vous faites. Surtout que Haïti, c'est un pays qui a un problème chaque jour. Et c'est triste. Mais les mauvaises nouvelles sont toujours recherchées beaucoup plus que les bonnes nouvelles. En effet. En tout cas, Claude, m'a profité de l'occasion pour me remercier. Et bien content pour passer émission Métropole, côté tout le monde et téléspectateurs capables de voir. Là, m'a profité pour un gros coup de chapeau, tout le monde ça, me dit Kembela avec Métropole, Kembela avec Claude Moncousseau, Kembe pour bonne qualité cinéma, bonne qualité télévision et en Haïti et qu'on y est là au Miami, on continue à faire travailler là. Merci beaucoup, on a boulé ensemble. Merci en pile. So, Kounia là, et pour nous terminer, on parlait un petit peu de la situation. Nous avons un virus qui a frappé un peu partout. Moi, que dans le studio, il y a plusieurs, tout le monde mettait masque. Et est-ce que vous pensez que Haïti, vous avez l'idée que Haïti a frappé fort dans ça, ou vous pensez qu'il a évité un petit peu plus, ou sous place, qui ça ressenti vous-même? Bon, on connaît que c'est une question à $1 million. Bien que il y ait certains spécialistes, tels que le docteur Pape, qui a accepté de diriger une commission que le président Jovenel Moïse crée, et commission ça là justement pour essayer de mettre en place tout ce capable possible avec peu de moyens que le gouvernement haïtien gagne pour nous essayer de bloquer la transmission coronavirus en Haïti. D'après le docteur Pape, il pensait que d'ici fin mois de mai, nous sommes supposés arriver dans le pic. C'est-à-dire que côté, quelqu'un plus 4 va l'enregistrer.
D'autres, monde avant Dr. Pape, mettaient Pixar pour fin avril, qui est basé sur des modèles étrangers. C'est-à-dire que l'on regardé en Espagne, en Italie, en France, qui ont fait un mois après qu'ils ont atteint peut-être une centaine de cas. Et si modèle ça est applicable pour Haïti, malheureusement, c'est une situation ça que nous allons lier. Il n'est que d'attendre. Entre-temps, il y a un pile de recherche qui a fait de part et d'autre, enfin, des études scientifiques qui ont parlé, en pile ça que a dit contredit l'un avec l'autre. Pour nous-mêmes en Haïti, ça me croit que nous avons retenu, c'est que si effectivement le virus est sensible à la chaleur, nous sommes déjà en mois de mai et nous connaissons en Haïti déjà température assez très chaud déjà pour le virus là capable de gagner. Deuxièmement, nous pensons que les Haïtiens, par milieu ambiant que nous vivons là, que nous ne sommes pas capables de dire son milieu ambiant qui est très sain, par qualité de système de santé que nous gagnons, vient créer un problème. C'est-à-dire, nous pensons que le problème ça peut-être positif dans le sens que nous flirtons avec un pile virus déjà, que ce soit Zika, chikungunya, sida et récemment choléra, et je dis avec corona. Certains scientifiques sont capables peut-être d'accord avec la théorie que ça renforce le système immunitaire nous pour que lui-même est capable plus facilement réagir à ça. Je ne connais pas moi-même pas parler en tant que spécialiste, mais ce sont des théories, ce sont des paramètres à prendre en considération. Troisième facteur, et qui n'est pas moindre, c'est que Haïti est quand même isolé. Depuis l'année dernière, nous avons affaire de pays locs à cause de situations politiques, qui fait que les 3 derniers mois de l'année, que ce soit octobre, novembre, décembre de l'année dernière, et ceci depuis septembre, il y a des problèmes politiques tels que le monde ne peut pas voyager. Et dans cette année, la diaspora n'a pas vu dans le pays. Donc, ça fait au point que même les gens qui viennent de l'étranger, qui étaient capables de porter maladie, pas venus pour raison politique. Et dernière chose, c'est que, regardez ce qui a passé en République dominicaine, avec le nombre de cas qui ont enregistrés, qui est très, très supérieur à Haïti, ça pourrait s'expliquer parce que la République dominicaine, quand même, reçoit près de 5 millions de touristes chaque année. Et en Haïti, à cause de tous nos problèmes et tous nos malheurs, on n'en reçoit pas, mais qui a fait peut-être cette fois-ci notre bonheur. Et heureusement, on dit merci, bon Dieu, que nous pas de gain carnaval. Voilà. Parce que diaspora qui sortit New York, Miami, a venu dans le carnaval, s'il y avait un carnaval. Exact. Surtout les Haïtiens de New York qui sont en train des milliers qui sont en train de mourir à New York, ils auraient contaminé et puis tu ne peux pas avoir, there's no social distancing carnival, ça va pas exister. Si pas c'est une qui a frotté l'autre dans le carnaval, un à côté de l'autre, comme ça. So, imagine-toi le nombre de cas que le carnaval aurait pu nous avoir. So, finalement, peut-être c'est une chose que le bon Dieu a fait de bien pour Haïti, mais quand tu dis fin mai ou juin, c'est juste à temps pour la saison des cyclones. Alors c'est un désastre après l'autre qui vient sur nous, malheureusement. Oui, et c'est l'histoire d'Haïti qui est comme ça. C'est l'histoire qui se répète constamment. Et encore une fois, il faut apprendre et puis se préparer. Les bonnes choses qui se répètent, ce sont les bonnes choses qui se répètent, ce sont les générations des Widmayer qui ont travaillé depuis ton grand-père, depuis ton père, toi, et je suis sûr que tes enfants et les enfants de tes frères, ils sont quelque part dans la radio de temps en temps et ils sont intéressés au jour où tu fous le camp pour prendre ta place. Est-ce que j'ai raison? Tu as parfaitement raison. Il y en a qui sont déjà intéressés. La fille de Joël, ma fille, les messieurs un peu moins, mais ça va venir. Je pense que moi, je trouve que c'est un milieu excessivement riche en tout point de vue. Donc, je souhaite ardemment qu'ils y mettent. J'ai pas hâte de partir, mais quand même, j'aurais bien les aimé voir. Tu vas les sentir, tu vas sentir dans le dos, la vigne va pas avec le walker, non. Richard, merci en pile, parce que je trouvais que c'était très intéressant, ou nous en pile information sur Herbie, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup.
et que peut-être les gens ne le connaissaient pas, mais ils ont tous connu les fruits de son travail, de sa musique. Et moi, je me rappelle combien de nuits que je me suis endormi avec sa musique, euh, avec son jazz et avec tout ce qu'il faisait quand j'étais en Haïti. Effectivement, c'était devenu automatiquement, on se réveillait le matin avec les nouvelles de Métropole et on se couchait le soir avec la musique d'Herbie, de jazz, et pendant des années. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, merci. Merci d'être avec moi. Et est-ce que tu as un dernier mot à ce public de la diaspora qui regarde votre produit chaque jour? Je te donne le dernier mot. Eh bien, je te remercie, Claude. C'est l'occasion pour me remercier vous-même pour le bel travail qu'on a fait l'autre bois à Miami. Et puis, moi, encore une fois, je voulais inviter tous les téléspectateurs pour continuer à suivre Haïti TV, continuer à suivre Télémétropole. Nous promettons que nous avons fait toute bagaille pour nous porter une nouvelle de Barou, Jean-Hugues, dans bon timamite, sans passe-pouquet. Merci en pile. Ça, c'était Mosaïque. Nous avons l'autre émission. Très bientôt. À bientôt, Claude.